Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute, et je suis tellement contente de te retrouver pour ce troisième épisode de notre capsule des blessures en lien. Aujourd'hui, on plonge dans la première des 5 blessures de l'âme, et pas n'importe laquelle, la plus précoce, la plus silencieuse et souvent la plus douloureuse, la blessure de rejet. Je te préviens tout de suite, si tu as fait le quiz de l'épisode 1 et que tu as vu ton score de rejet s'envoler, tu vas peut-être ressentir des choses aujourd'hui, et c'est OK. C'est même plutôt bon signe, parce que ceux qui montent, c'est ceux qu'on peut enfin regarder et ceux qu'on peut enfin guérir. Tu sais, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel, 7h30 du matin. Au bout du fil, une femme, en larmes. Je l'appellerai Sophie, c'est un prénom d'emprunt. Sophie, 38 ans, directrice marketing dans une grosse boîte. Elle venait de reprendre son poste après son deuxième congé mat. Et ce matin-là, elle devait aller à son tout premier comité de direction. Une promotion qu'elle attendait depuis 3 ans, qu'elle avait méritée, négociée, arrachée. Et elle m'a dit, je te jure, presque mot pour mot, Peggy, j'ai la nausée. Je veux tout annuler. J'ai l'impression d'être sur la mauvaise chaîne TV et je me demande qu'est-ce que je fous là? Au milieu de tous ces mecs en costume, mais qu'est-ce que je fous là? Si tu te reconnais, même un peu, dans ce que Sophie ressentait ce jour-là, ce matin-là, reste avec moi. Parce qu'on va revenir à elle plusieurs fois dans cet épisode et je te raconterai la suite. Alors, si toi aussi tu te reconnais dans ces moments-là, si tu te sens souvent différente, un peu à côté, comme si tu étais sur la mauvaise chaîne de télévision, si tu as cette tendance à fuir les groupes, à préférer le virtuel au réel, à te réfugier dans les livres, le spa et les séries, si ton corps est plutôt mince, contracté, comme si tu voulais prendre le moins de place possible, cet épisode va t'aider à comprendre pourquoi. Et surtout, c'est ce qui m'intéresse le plus, comment commencer à t'autoriser à exister pleinement, visiblement, sans t'excuser. Dans cet épisode, on va faire 3 choses ensemble. D'abord, je vais t'expliquer comment cette blessure se crée, souvent avant même ta naissance. Enfin, on va regarder ton masque de protection, le fuyant, et comment il impacte ton corps, tes relations, ton alimentation. Et puis, dans la deuxième partie, on va passer à la pratique avec une technique de PNL puissante, un ancrage identitaire pour installer dans ton corps cette phrase simple mais révolutionnaire: j'ai le droit d'exister. Alors prête? Prends ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement, mets ton casque si tu peux et offre-toi ces quelques minutes, c'est cadeau. Alors, comment se crée la blessure de rejet? La blessure de rejet est la plus précoce de toutes. Elle se crée entre la conception et la première année de vie. Je te le redis parce que c'est important. Entre la conception et 1 an, autrement dit, avant même que tu aies la moindre capacité à mettre des mots sur ce que tu vis. En fait, c'est la période où un petit être humain se construit une réponse à la question fondamentale: est-ce que j'ai le droit d'exister? Et si à ce moment-là, le bébé capte, consciemment ou pas, verbalement ou pas, qu'il n'était pas désiré, qu'il dérange, qu'il arrive au mauvais moment, son inconscient enregistre quelque chose de terrible. Je n'aurais pas dû naître. Alors, je te rassure, ça ne veut pas dire que tes parents ne t'aimaient pas. Souvent, ils t'aimaient très fort. Mais tu as capté autre chose, le stress de ta maman, une grossesse imprévue, un contexte difficile. Ce n'est jamais une question de blâme, c'est une question de captation. Les situations qui peuvent créer cette blessure sont une grossesse non désirée, des parents qui ne voulaient pas d'enfant, ou pas maintenant, ou pas celui-là, l'enfant accident, surprise, raté de contraception, une tentative d'avortement, ou même juste l'idée envisagée un instant, des pensées de rejet pendant la grossesse, et si je le gardais pas. Autre situation, un rejet du sexe de l'enfant. On attendait un garçon, c'est une fille ou l'inverse.
Une déception visible à la naissance, un silence, un regard. Les petites phrases qui tuent, dommage que ce soit pas un garçon. Autre exemple de situation de rejet, un parent émotionnellement absent dès le départ, dépression postpartum de la maman, un parent indisponible, épuisé, débordé. Bébé peut porter, peut regarder, peut parler. Un manque de lien affectif dès les premiers jours. Autre situation, un contexte familial difficile. Naissance dans un climat de guerre, maladie, deuil. Enfant de remplacement après un décès, un frère ou une sœur mort. Enfant qui rappelle quelqu'un de rejeté dans la famille. Et voilà le truc dingue. L'enfant capte tout ça de manière totalement non verbale. Il ne comprend pas intellectuellement. Il a le mode d'emploi, mais son corps, lui, enregistre. Ma présence dérange, je n'aurais pas dû être là. Je dois me faire tout petit pour ne pas être rejeté davantage. Et cette croyance devient la fondation de son identité. La fondation sur laquelle il va construire toute sa vie adulte. Et tu sais, je te parlais de Sophie tout à l'heure, je reviens à elle une seconde. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a découvert quelque chose d'énorme. Sophie était une grossesse totalement surprise. Sa mère l'avait eue à 42 ans, alors qu'elle pensait vraiment, vraiment que c'était fini pour elle. Sa mère lui avait dit plusieurs fois, en rigolant, hein, jamais méchamment, «Toi, t'étais pas prévu au programme». Pas méchamment. Mais le petit être qui était in utero, lui, il a enregistré quelque chose comme «Attention, je ne devrais pas être là». Et 38 ans plus tard, ce message ressort, pile au moment où Sophie doit prendre sa place. Pas dans un dîner, pas en vacances, non, non, non. Au moment où elle doit s'asseoir à la table du pouvoir, parce que c'est là que l'enjeu d'exister devient énorme. Le corps se souvient de tout, absolument tout. Alors, face à cette blessure insupportable, je n'ai pas le droit d'exister, l'enfant fait ce que tous les enfants font, il se protège. Il développe un masque, le masque de la blessure de rejet, c'est le fuyant. Et attention, hein, on n'est pas là pour juger le fuyant, c'est une stratégie de survie brillante, parfaitement adaptée à l'époque où tu l'as créée. Le problème, c'est que tu l'utilises encore aujourd'hui, alors que tu n'as plus 2 ans. Alors, à quoi ressemble le fuyant dans les relations? Il fuit l'intimité, trop risqué de se laisser voir pour de vrai. Il a une peur panique du rejet, au point de le déclencher lui-même. Il coupe les liens avant qu'on le rejette. Je pars avant qu'on ne me quitte. Il préfère la solitude, ou plutôt, il a appris à croire qu'il la préfère. Il adore les relations virtuelles, à distance, par écran, moins menaçantes. Il a un mal fou à s'engager, parce que s'engager, c'est s'exposer. Le fuyant dans le monde, ben, il a la sensation permanente de ne pas être à sa place, partout. Je suis bizarre, différente, alien, personne ne me comprend. Course à la perfection pour enfin être accepté. Refuge dans le spirituel, l'intellectuel, le virtuel, tout sauf le matériel. Et enfin, difficulté énorme à s'ancrer dans la réalité quotidienne. Et le fuyant avec lui-même, il se nie, il se minimise, je compte pas. Il a du mal à identifier ses besoins, ses envies, ses préférences. Il est déconnecté de son corps. Il ne le sent plus. Il peut développer des addictions pour anesthésier la douleur d'exister. Le fuyant au travail, le syndrome de l'imposteur dans sa version olympique. Je vais être démasqué. Ils vont voir que je ne vaux rien. Peut-être ultra performant sans jamais se le reconnaître. Tendance à l'isolement, au télétravail permanent, à fuir les pots de départ et autres. Et la stratégie inconsciente du fuyant, c'est quoi? Ben, c'est ça. Si je ne me montre pas vraiment, on ne pourra pas me rejeter.
Si je suis parfaite, peut-être qu'on m'acceptera. Si je disparais, je ne souffrirai plus. Le problème, c'est que cette stratégie crée exactement ce qu'elle essaie d'éviter. En fuyant les relations, il crée la solitude. En se cachant, il crée l'invisibilité. En se niant, il crée son propre rejet, le rejet de soi, le pire de tout. Tu vois le paradoxe? Pour rester sur Sophie, son fuyant, il était champion du monde, toute catégorie. Elle m'a avoué un jour en cabinet qu'elle avait rédigé 17 versions de son mail pour refuser le comité de direction. 17, je te jure. Elle avait même prévu une excuse avec son kiné au cas où. Elle préférait envoyer des messages plutôt que d'appeler ses collègues. Elle annulait systématiquement les after-work en se convainquant qu'elle préférait rentrer se poser avec un bouquin. Et tu vas reconnaître, elle mangeait comme un petit oiseau, sans faire exprès. Elle oubliait littéralement: «Ah tiens, il est 15 heures. Oh, j'ai pas déjeuné». Tu vois? Comme le fuyant est rusé, il te fait croire que c'est ton choix, que tu préfères la solitude, que tu es juste comme ça, alors qu'en fait, c'est une stratégie de protection installée bien avant que tu aies eu ton mot à dire. Alors, l'impact sur le corps et l'alimentation. La blessure de rejet a une signature corporelle très spécifique. On peut presque la repérer à l'œil. Le corps du fuyant, c'est un corps plutôt mince, étroit, contracté, l'impression visible de vouloir prendre le moins de place possible. Des épaules rentrées, la poitrine fermée, comme recroquevillée, une respiration haute, superficielle. Le ventre ne bouge presque pas, souvent frileux, mauvaise circulation, les extrémités froides. Les zones de tension, le haut du corps, le thorax, les épaules, la nuque, le diaphragme bloqué, la respiration est comme coupée, le bassin serré, le refus inconscient de s'incarner. Les manifestations physiques fréquentes qu'on retrouve, difficulté à prendre du poids, le corps refuse de s'ancrer dans la matière, hypersensibilité sensorielle au bruit, à la lumière, aux textures, à la foule, fragilité immunitaire, petite maladie chronique, troubles au sommeil, peur inconsciente de lâcher prise, ou encore coupure avec les sensations corporelles. Je ne sens rien. L'alimentation du fuyant, il oublie de manger, n'écoute pas les signaux de faim. Il mange peu, par petites quantités, sans vraiment savourer. Il recherche les aliments purs, légers, éthérés. Peut glisser vers des restrictions alimentaires extrêmes. Dans les cas profonds, anorexie mentale. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient du fuyant, si je prends moins de place physiquement, peut-être qu'on m'acceptera. Moi, je suis incarnée, moi, je risque d'être rejetée. Mon corps est la preuve que j'existe. Et je ne veux pas exister. Le fuyant refuse souvent de s'incarner pleinement parce que manger, c'est s'ancrer dans le monde matériel. Manger, c'est accepter d'exister. Et pour quelqu'un qui porte la blessure de rejet, exister, c'est risquer d'être rejeté. Donc le cerveau propose une solution brillante, mais qui nous coupe de la vie. Ne mange pas, ne prends pas de place, ne sois pas là. Tu vois? Tu vois comme c'est subtil? Et je sais que t'aimes bien quand on met un peu de neurosciences dans la conversation. Alors voilà, les enfants qui ont vécu un rejet précoce présentent à l'âge adulte une amygdale hyperactive, le centre de la peur et en alerte permanente. Vais-je être rejeté? Un cortex préfrontal moins développé. Vivre dans le présent est trop douloureux. Se projeter dans le futur devient impossible. Une dysrégulation du système nerveux autonome. On oscille entre hypervigilance et dissociation. Des niveaux de cortisol élevés en permanence, le corps reste en mode survie chronique. Donc, je te le dis très clairement, la blessure de rejet
n'est pas juste psychologique, elle est neurologique, elle est physiologique, elle est inscrite dans tes tissus, dans ton système nerveux, dans ta chimie interne. Et ça, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est neurologique, donc c'est reprogrammable. Si c'est inscrit dans le corps, c'est libérable par le corps. Et c'est exactement là que la sophrologie, l'hypnose et la PNL entrent en jeu. Dans quelques minutes, on va faire ensemble un ancrage PNL super puissant. Installer dans le corps cette phrase clé: j'ai le droit d'exister. C'est une première étape magnifique pour commencer à reprogrammer cette croyance profonde. Mais, et je te le dis en toute transparence, la blessure de rejet est profonde. Elle s'est installée très tôt. Elle a des racines neurologiques. Donc, un ancrage d'épisode, c'est un magnifique début. Mais ça ne suffit pas toujours à faire le travail en profondeur. C'est pour ça que j'ai créé spécialement, pour cette capsule, une séance d'hypnose complète dans la bibliothèque du bien-être, guérir pour la blessure de rejet. Qu'est-ce qui s'y passe? Sur le plan neurologique, régulation de l'amygdale, on calme l'alerte permanente, activation du cortex préfrontal, on se reconnecte à la capacité de se projeter, baisse du cortisol chronique, reconnexion corps-esprit. Et sur le plan émotionnel, on fait une hypnose régressive profonde, rencontre avec l'enfant rejeté qui vit encore en toi, réparation symbolique du rejet originel, installation d'une nouvelle croyance, j'ai le droit d'exister, ancrage de la légitimité existentielle. Sur le plan corporel, sophrologie intégrée, réappropriation des sensations corporelles, ancrage dans le monde matériel, la vraie vie, respiration profonde, réapprendre à habiter ton corps. Le protocole que je recommande, 2 écoutes par semaine pendant 8 semaines. Je sais, ça paraît long, mais je te promets, à la fin de ces 8 semaines, tu ne seras plus la même. Alors la séance arrive très bientôt dans la bibliothèque du bien-être. Si tu veux être avisé, prévenu dès qu'elle arrive, le lien est dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, tu complètes, tu mets ta boîte mail et dès que ça arrive, tu reçois l'info. Bon, maintenant, on passe à la pratique. On va travailler sur ce qu'on appelle en PNL un ancrage. Un ancrage, c'est quoi? En fait, c'est un geste, un mot, une sensation qui réactive instantanément un état émotionnel. Un peu comme un raccourci clavier, mais pour ton système nerveux. Tu en as déjà un, tu en as déjà plein, des ancrages, même si tu ne le sais pas. Une chanson qui te ramène direct à tes 17 ans, le parfum de ta grand-mère qui te met les larmes aux yeux, la voix d'une personne qui t'apaise. Sauf que ces ancrages-là, tu les as subis pour certains. Aujourd'hui, on va en créer un consciemment. Un ancrage qui réactive ta légitimité existentielle à la demande. Alors, installe-toi confortablement, assise ou debout, comme tu préfères. Tu peux même marcher doucement si ça t'aide à être présente. L'important, c'est que tu te sentes bien. Prête? On y va. Prends une grande et profonde inspiration. Et à l'expiration, ferme tout simplement les yeux. Prends de nouveau une grande inspiration par le nez. Et une expiration lente par la bouche, comme si tu soufflais sur une bougie qui est loin. Maintenant, remonte doucement dans tes souvenirs. Cherche un moment, même tout petit, même très court, où tu t'es senti légitime, où tu as senti ne serait-ce qu'une seconde, j'ai ma place ici, j'ai le droit d'être là. Ça peut être un moment où tu as réussi quelque chose et où tu t'es senti fier. Un moment où quelqu'un t'a dit: «Oh, je suis tellement contente que tu sois là». Un moment où tu t'es senti vu, reconnu, accepté tel que tu es. Ou encore un moment où tu as senti que ta présence comptait.
vraiment pour quelqu'un. Alors, ça peut être récent, ça peut dater de ton enfance, ça peut même être un tout petit moment, 30 secondes, peu importe. Tu l'as trouvé? Parfait. Maintenant, replonge complètement dans ce souvenir. Vois ce que tu voyais à ce moment-là. Les couleurs, la lumière, les personnes autour. Entends ce que tu entendais. Les voix, les sons, peut-être le silence. Et surtout, ressens ce que tu ressentais dans ton corps. Où dans ton corps ressens-tu cette légitimité? Dans ta poitrine qui s'ouvre? Dans ton ventre qui se détend? Dans ton dos qui se redresse? Dans un sourire qui vient tout seul? Maintenant, amplifie cette sensation. Fais-la grandir comme si tu tournais le volume. Respire avec elle. Donne-lui de l'espace. Maintenant, pendant que tu ressens cette sensation de légitimité bien présente dans ton corps, je vais te demander de faire un geste. Un geste simple, un geste que tu pourras refaire n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Place ta main droite sur ton cœur, doucement, posément, comme si tu posais la main sur quelque chose de précieux. Et pendant que ta main est là, bien posée, répète intérieurement avec toute la conviction dont tu es capable. J'ai le droit d'exister. Ma présence compte. Je suis légitime tel que je suis. Continue à respirer avec cette sensation. Ta main sur ton cœur. Ces mots qui s'ancrent phrase après phrase, respiration après respiration. Dans ton cerveau, en ce moment même, quelque chose se passe. Une association se crée physiquement entre ce geste, main sur ton cœur, et cet état, la légitimité. C'est ça, la magie de la PNL. Tu câbles ton cerveau en direct. Tu crées un raccourci neurologique vers ta légitimité. Maintenant, retire doucement ta main, ouvre les yeux et on va tester ton ancrage. On va faire un petit test. Pense à une situation concrète où tu te sens souvent illégitime. Ça peut être une réunion au travail où tu n'oses pas prendre la parole. Un dîner en famille où tu te sens en décalage. Un moment en couple où tu n'oses pas exprimer ton besoin. Un rendez-vous professionnel où ton syndrome de l'imposteur hurle. Choisis-en une. Une qui est vraiment parlante pour toi. Imagine-toi dans cette situation. Là, maintenant, ressens ce que tu ressens d'habitude dans ce contexte. Et maintenant, repose ta main sur ton cœur. Observe ce qui se passe. Normalement, je dis bien normalement parce qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, tu devrais sentir cette sensation de légitimité qui revient. Peut-être doucement, peut-être fortement, peu importe. Si c'est le cas, ton ancrage fonctionne, il est installé. Si c'est encore un peu timide, ne t'inquiète pas. Tu peux renforcer cet ancrage autant de fois que tu le veux. La règle d'or, chaque fois que tu te sens illégitime dans ta vie, même 5 secondes, pose ta main sur ton cœur. Ton cerveau va associer ce geste à cet état de plus en plus fortement.
En quelques semaines, ça deviendra un vrai bouton poussoir. Et Sophie, justement, je te dois la fin de son histoire. Cet ancrage-là, celui que tu viens de poser avec moi, c'est exactement celui qu'on a installé ensemble au cabinet. Et le matin, de son comité de direction, au téléphone à 7h30, je lui ai fait poser sa main sur son cœur. 3 minutes, juste 3 minutes. On a respiré ensemble. Elle est entrée dans la salle, elle s'est assise, elle a pris la parole. Elle ne s'est pas excusée d'exister. Le soir, j'ai reçu un message sur mon téléphone. 4 mots. J'ai pris ma place. 6 mois plus tard, Sophie anime elle-même des codires. Elle a demandé et obtenu un passage à, oh mince, comment ça s'appelle? En 4/5e, pardon, pour être avec ses enfants le mercredi, sans culpabilité. Et sa dernière phrase en séance que j'ai envie de partager, c'était: maintenant, quand j'entre dans une salle, j'ai même plus besoin de ma main sur le cœur. C'est devenu moi. Ce que tu viens de faire là, dans cet épisode, ce n'est pas juste un exercice, c'est le premier pas de ton propre chemin. Et tout le reste, il se construit avec la répétition, la bienveillance et le temps. Dernière étape, et c'est ma préférée, imagine une situation future, une situation qui va arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines, une situation où habituellement tu te sentirais illégitime. Tu la vois? Cette fois, dans cette projection, tu te vois poser ta main sur ton cœur, tu réactives ton ancrage et tu sens profondément: j'ai le droit d'être là, ma présence compte. Visualise-toi agir avec cette certitude, parler avec cette certitude, prendre ta place avec cette certitude. Pas en mode combat, pas en mode je dois prouver quelque chose, juste en étant là, pleinement là, juste toi. Ton inconscient enregistre quelque chose de nouveau en ce moment même. C'est possible. Je peux exister sans être rejeté. Je peux être visible en sécurité. Et cette nouvelle phrase, elle va commencer à pousser dans ta vie, doucement, comme une graine. Tu pourras revenir autant de fois que tu le voudras pour refaire l'exercice qui est proposé dans cet épisode. Maintenant, reviens doucement avec moi. Bouge les doigts, les orteils. Prends une grande inspiration. Et quand tu es prête, rouvre les yeux. Tu viens de créer ton premier ancrage de légitimité. Je sais, c'est juste un début. Mais c'est un début puissant. Parce qu'à chaque fois que tu te sentiras illégitime, invisible, pas à ta place, tu vas pouvoir poser ta main sur ton cœur, respirer profondément, te rappeler: j'ai le droit d'exister. Et petit à petit, semaine après semaine, cette nouvelle croyance va remplacer l'ancienne. Le chemin est neurologique, il est prouvé, il est possible. Tu as le droit d'exister, toi, pleinement, visiblement, magnifiquement. Avec ton corps qui prend de la place, avec ta voix qui prend de l'espace, avec ta différence qui est ta richesse. Et crois-moi, des Sophies, j'en vois toutes les semaines au cabinet ou en visio, des femmes brillantes, bienveillantes, compétentes, qui se croient juste pas à leur place. Ce chemin qu'elle a fait, il est possible pour toi aussi. Pas en 5 minutes, mais possible totalement. Dans le prochain épisode, on va explorer une prochaine blessure. Et dans l'un des épisodes à venir, je vais aussi te faire écouter le témoignage bouleversant d'une femme qui a créé cette blessure-là. Tu ne veux pas le rater? Alors abonne-toi. D'ici là, si tu sens que cette blessure de rejet résonne fort en toi, la séance complète Guérir de sa blessure de rejet arrive très prochainement. Alors pense à cliquer sur le lien dans la description, pardon, pour recevoir l'information. Merci
Merci à toi d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Tu es courageuse, tu es lumineuse, tu es exactement là où tu dois être d'ailleurs. Prends soin de toi et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute. Alors parle-lui avec bienveillance.